Le lavage des EPI, donc la tenue de combat et la cagoule peuvent très bien se laver de façon à utiliser une machine industrielle. Les gants, les bottes et les casques demandent un lavage manuel. Donc, évitez de mettre vos gants dans la laveuse industrielle. Alors, je ne connais pas le contexte ou l'organisation chez vous. Est-ce que c'est fait à l'interne? Est-ce que ça peut être fait par une société à l'externe? Voilà. Mais chez nous, nous avons l'occasion, par la grosseur de notre service d'incendie avec 6 casernes, chaque caserne est équipée de sa propre laveuse. Alors donc, les pompiers qui reviennent d'intervention font l'entretien de leur tenue de feu immédiatement en caserne. L'organisation des secours chez nous s'est permis de pouvoir avoir ces moyens-là, ces dispositifs. Et de plus, dans chacune des casernes, nous avons un lot de tenues de feu de réserve. Et la contenance, en fait, les tenues de feu qui sont là sont fonction de la courbe de nos pompiers qui sont dans la place. Alors donc, en fonction du nombre de petits, de moyens, de grands et de très grands, de gros, de très gros, donc on a des tenues de feu qui varient en fonction de la population de notre caserne. Et à disposition, nous avons 60% de tenues de feu en fonction des pompiers. Donc, et généralement, chacun y trouve son compte. Sinon, on a un lot centralisé qui saura répondre dans les cas particuliers, peut-être 2, 3 inters qui sont successifs. Et donc, ces tenues de feu pourront répondre à cette situation. Nous sommes à passer éventuellement vers un lot de tenues de feu de façon générale. Il n'y aura plus de tenue de feu dédiée à un pompier. Or, en fonction de son gabarit, il saura prendre dans la réserve toujours une tenue de feu qui répond à son gabarit. Alors, qui mettra de côté la tenue de feu qui est conçue sur mesure, parce que le pompier veut avoir le modèle de la tenue de feu qui va avec lui. Alors, donc, c'est cela. Le transport sécuritaire des EPI fait éviter de transporter son EPI de façon lâche à l'intérieur, par exemple, de la cabine de camion. Elle va se désorber. Nous sommes dans la cabine de l'engin, la cabine d'équipier. Nécessairement, on sera en exposition constante avec les contaminants. Alors, plutôt utiliser des sacs plastiques. Le sac plastique, peut-être pas avec le cycle de déchets biomédicaux, là, mais n'empêche. Chez nous, on a fait l'option de sacs transparents. Sac plastique transparent. Pourquoi? Simplement éviter que des tenues de feu se retrouvent malencontreusement dans le conteneur à vidange, à rebut. Alors, c'est arrivé. Alors, on voit le contenu, on sait que ce qui est dedans ne va pas nécessairement dans les ordures. Sinon, nettoyer la cabine intérieure du camion. Je vous montrerai un peu plus loin une petite image. On a fait un lavage des sièges avec l'aspirateur extracteur qu'on utilise pour laver les tapis. Vous seriez surpris de la couleur de l'eau. Alors donc, on a aussi revu l'intérieur de nos camions. On a acquis récemment un nouveau FPT. Et donc, ce FPT, à l'intérieur, il est tout plastique. Alors, plastique-métal. Il n'y a plus de tissu. Simplement pour faciliter le lavage des surfaces et éviter l'accumulation de contaminants. Lors du lavage des matériels, porter masque filtrant. Je me permets, j'ai mis FFP-X parce que je ne sais pas, je pourrais faire la comparaison par rapport au type de protection. Mais chez nous, on utilise masque N95 qui est généralement un masque de protection respiratoire qu'on utilise entre autres dans les crises sanitaires. Alors, c'est simplement dire masque qui filtrera l'absorption potentielle de substances volatiles basiques et qui permettra de pouvoir manipuler les équipements, porter des gants, éviter le contact direct avec les mains. Alors, gants de nitrile, par exemple. Sinon, quand on utilise matériel pompier, utiliser nos gants de pompier, mais c'est d'éviter de porter ces gants au visage. Alors, donc, et puis, on peut utiliser aussi de l'eau, nécessairement pour rincer, utiliser du savon vaisselle pour dégraisser, nettoyer les différents outils. On continue. Aussi, une considération que nous avons, c'est le contact avec le public. Alors oui, les gamins viennent à la caserne, ou sinon on a un nouveau-né, pompier, c'est joli. Mais le casque, je souhaite qu'il ait été décontaminé. Préférablement, c'est un casque tout neuf qui a été utilisé pour la photo. Mais chez nous, lorsqu'on a des visites, par exemple les écoles, c'est courant qu'ils viennent visiter les casernes, les centres de secours, hein, c'est comme chez nous. Alors donc, durant ces visites, ils n'ont pas le droit de toucher les tenues de feu.
Même si elles ont été lavées, même si elles ont été soi-disant décontaminées, qu'est-ce qu'ils font les gamins? Ils se portent toujours la main au visage. Alors, ils lichent de façon indirecte tout ce qui se passe. Alors donc, de ce fait, on évite à ce qu'ils touchent les tenues de feu. On a acheté dans chacune des casernes une tenue de feu qui n'a que, en fait, elle n'est pas conçue de la même manière, mais bon, tout compte fait, mais pour les enfants. Elle est là que pour ça. Donc, le casque, il est tout neuf, tout propre, et c'est le casque qu'ils peuvent utiliser, prendre pour les photos. Alors, simplement éviter à ce qu'ils soient en contact avec le matériel. Et quand on fait une visite de caserne, on fait une caserne genre porte ouverte, truc que vous pouvez faire chez vous, ben en fait, il y a un ruban rouge qui empêche les gens d'aller vers les casiers où sont entreposées les tenues de feu. Alors, limiter le contact du public avec nos équipements. Alors, leur système immunitaire est tout autant pas aussi fiable que le nôtre, donc il faut les protéger. J'imagine que c'est déjà la règle chez vous, mais les tenues de feu, c'est dans la remise. Jamais tenues de feu peuvent passer la remise. Et encore là, c'est difficile à comprendre. Certains chez nous n'ont pas nécessairement bien ancré. Nos bureaux administratifs sont attenants à la caserne. Et il n'est pas rare que le pompier qui vient d'une autre caserne passe par les bureaux administratifs chez nous. Et puis, ils étaient en tenue de feu, arrivent à la porte et bam, c'est le barrage, dehors. Alors, il faut les habituer à ne pas entrer dans nos bureaux, par exemple, ou dans leur aire de vie avec la tenue de feu. Prochaine. Fumer, ben, quoi dire de plus? Cessez de fumer. Je ne peux pas livrer le message plus que ça. On le sait, c'est marqué sur la boîte cigarette. Le tabac, c'est cancer. Alors donc, soyez vigilants par rapport à ça. Et se protéger contre le soleil est un autre moyen aussi à prévoir, à préconiser. Surtout si vous faites des interventions longue durée exposées au soleil et puis vous avez une surface de la peau qui est exposée, devoir vous prémunir contre les effets des coups de soleil. Donc, c'est d'autant de moyens, si je ne me trompe pas, la prochaine, votre état de santé, ben, en fait, je fais allusion à cela, mais je comprends bien que dans les SDIS, vous avez votre service médical. Chez nous, ce n'est pas le cas. Nous, on fait affaire avec le service médical public, alors donc on sensibilise énormément nos pompiers à tenir en compte de ce fait lorsqu'ils voient leur médecin de famille, de leur mentionner le fait qu'ils sont pompiers, et de ce fait, sachant qu'il y a un taux de cancer plus élevé, ben, je veux la batterie de tests complète, radiographie pulmonaire, examen sanguin complet, examen urinaire complet, plutôt que la petite base diabète, fait glucose et puis par exemple cholestérol et tout. Là. Alors aller beaucoup plus loin. Il y a même en fait d'avis de médecins que je connais et que les oncologues chez nous ne savent pas forcément qu'il y a plus de prévalence de cancer chez les pompiers et que les cancers sont plus virulents chez les pompiers qu'ils le sont chez la population générale. Alors donc, plus agressif. Alors donc, de ce fait, est-ce que l'oncologue porte cette attention? Apporter l'information à notre médecin nous permettra peut-être d'avoir de meilleurs suivis, par exemple. De votre condition physique, elle demeure importante. Ce qui est très valorisant chez vous, je sais que le sport fait partie intégrante de votre organisation quotidienne comme sapeur-pompier. Je crois même que c'est 1 à 2 heures par jour de conditionnement physique. Hop là, chez nous, ce n'est pas le cas. Alors, il y a très peu de services d'incendie qui intègrent la notion du conditionnement physique au travail. Chez nous, c'est tout récemment et ça a pris beaucoup pour réussir à convaincre. Non seulement, ce n'est pas les pompiers que j'avais à convaincre, c'était l'administration municipale. Ce qu'on fait, qui dit sport, dit potentiel d'accident, dit nécessairement arrêt de travail et tout. Alors, ça a été un peu un travail de longue haleine. Mais bon, on y arrive et on a maintenant 3 de nos 6 casernes équipées de matériel de sport. Et on a aussi un travail d'opinion publique à faire. Parce que chez nous, de voir un pompier qui fait un footing, ben, en fait, c'est mes impôts. Qu'est-ce qu'ils font là? Alors, et oui, des citoyens appellent et disent les pompiers, là, pourquoi ils font la course? C'est pour la forme. Ouais, mais ils ne peuvent pas le faire sur leur propre temps. Moi, au travail, à mon boulot, je ne peux pas faire ça. Alors, même ça a été pression à l'interne de l'organisation chez nous, parce que les employés de la voirie se disent moi aussi, j'aimerais ça, prendre 1 heure pour aller faire un footing. Alors, bon, vous comprenez. Mais donc, alors, ne lâchez pas, vous êtes dans la bonne direction. Le conditionnement physique, c'est bon, parce qu'en fait, quand on entre pompier, on est en forme, et avec le temps, on peut prendre des formes. Et finalement, votre alimentation. Alors, je peux peut-être décevoir, mais le barbecue, c'est cancérigène. Alors, bon. Un médecin m'a convaincu qu'il faudrait manger du barbecue 3 fois par jour pendant 50 ans
pour obtenir un niveau de risque qui soit prépondérant. Mais toutes les choses s'additionnant l'une à l'autre, bon, réduire le barbecue, mais ne serait-ce que l'alimentation, forcément, moins de sucre, moins de gras. On sait pertinemment que le cancer se nourrit bien du glucose. Alors, plus vous avez une alimentation sucrée, ben, plus vous cherchez peut-être à alimenter votre corps ou faciliter à ce que le cancer puisse bien s'alimenter, bien s'agripper. Alors donc, de ce fait, avoir une alimentation saine, équilibrée, favorise la réduction des cancers. Donc la fumée, c'est une matière dangereuse pour laquelle on doit traiter comme si c'était une intervention risque chimique. Alors si sur une intervention risque chimique, la distance, c'est une des solutions, le port de nos pays complètement étanche, c'est une solution, qu'on va utiliser des agents neutralisants, c'est une solution, ben, pourquoi ne cherchons-nous pas à mettre en place des moyens qui sont comparables à une intervention risque chimique, à une intervention incendie, parce que la fumée d'incendie, c'est une contenance chimique qui est comparable. Alors donc, quels sont les moyens que je peux mettre en place d'une protection respiratoire, de pays appropriés, de garder mes distances, de ne pas m'exposer si je n'ai pas à être exposé? Je vous donne par exemple le commandant des opérations de secours, ben, celui qui est sur le terrain à proximité de l'immeuble, est-ce qu'il a besoin d'être directement dans l'enceinte de la fumée? Il peut être à une certaine distance. Alors, comment se protéger et éviter les contacts? Donc, ça ne dépend que vous et des moyens qu'on peut mettre en place pour réussir à réduire ces risques. Allons-y. Je me permettrai de vous montrer, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu cette vidéo, quand on parle de contamination croisée, j'espère que l'animation pourra rouler. Si tu cliques dessus, normalement, sur l'image... Okay. Tu peux peut-être baisser le son. Alors donc, c'est une vidéo... Ouais, la musique, elle est... Oh, voilà. Non, j'ai fait à l'écran. Donc, ce que le mec qui est là, et puis cette vidéo a été reproduite avec un pompier, en fait. Mais je n'ai pas réussi à la récupérer, mais elle repeint la même image. Donc, on peut comparer la mousse à raser qu'il a sur la surface de ses vêtements comme étant des contaminants, de la fumée. Et puis, ben, il sort de l'intervention, il a terminé l'intervention, balance son casque, commence à retirer ses EPI parce que, bon, il s'en va au secteur de soutien sanitaire, par exemple. Et là, ben, au soutien sanitaire, il va se récupérer un breuvage. Alors, et oui, je me permets d'essuyer la surface du contenant de mon breuvage, ma boisson, et puis j'en prends une bonne gorgée. Et oui, c'était un travail tellement difficile. Eh oui, j'ai eu chaud. On a failli passer. Et donc, bon, il se prépare pour retourner au centre de secours, donc retire graduellement ses EPI, sans forcément tenir en compte du fait qu'ils sont en surface nécessairement contaminés. On peut peut-être croire que l'image, bon, elle était peut-être un peu exagérée, mais n'empêche, c'est un peu cette réalité dans laquelle nous sommes et pour lequel, en fait, dans laquelle on travaille. Et si on n'a pas cette préoccupation, et pourquoi on agit ainsi? Simplement que les contaminants qui sont absorbés, qui sont sur nos vêtements, ils ne sont pas forcément visibles. Donc, ce qu'on ne voit pas ne fait pas mal. Alors que si on était dans le même contexte, avec cette visibilité, et là, ben, retour à la maison. Et oh! Ah non, bon. Et on repart. Donc, c'est forcément à cela qu'on s'expose si on ne prend pas conscience de la présence des contaminants en surface de nos vêtements. Alors, du fait d'entrer dans notre FPT, par exemple, avec la tenue de feu sur le dos, ben, en fait, nécessairement, il y aura un transfert des contaminants sur les surfaces des sièges si on ne se préoccupe pas de cet élément. Alors donc, vous voyez, je crois que j'ai d'autres images que par la suite, si tu vas avec la flèche. Donc, je ne sais pas si j'ai d'autres images, mais bon, j'aurais peut-être voulu vous montrer le couvre-siège, mais vous avez l'idée de ce que c'est. Donc, en conclusion, ben, en fait, il y a encore beaucoup de place à la recherche et l'innovation. Ce n'est pas fini.
Les moyens que je vous ai exposés sont ceux que l'on préconise présentement en Amérique du Nord et qu'on a mis en place de diverses manières, à divers niveaux, à l'intérieur de notre organisation à Lévis, et qui tend aussi à se mettre en place dans les autres organisations qui nous entourent. Donc, dans ce processus d'intervention, on a encore en amont, avant l'intervention, à travailler sur les changements de comportement chez les pompiers. Je vous l'ai dit d'entrée de jeu, le pire ennemi à la prévention des cancers, c'est le pompier. Si les pompiers n'emboîtent pas le pas à corriger, changer ses comportements face à ce risque, ça ne sera pas gagné. L'aménagement sécuritaire des centres de secours, on a peut-être à éventuellement penser à comment nous pouvons aménager les centres de secours pour faire une section qui est dite propre, une section qui est dite sale, et comment, au retour en caserne, on pourrait envisager avoir un corridor d'entrée à l'intérieur de la caserne pour lequel il y a peut-être moyen, avec les lieux physiques tels qu'ils sont, c'est pas de balancer des murs et de créer des nouveaux corridors et puis de s'installer et puis tout revoir, mais c'est de voir en fonction de ce que vous avez déjà, comment vous pourriez faire autrement pour vous permettre de pouvoir vous rincer, par exemple, à un seul endroit et de concentrer les contaminants à une place, plutôt qu'aller de gauche à droite et de faire en sorte qu'on disperse les contaminants à l'intérieur de la caserne. Par exemple, en retour d'intervention, pour le lavage, le nettoyage des équipements incendies, on va dédier une seule caserne vers laquelle on va aller porter tout le matos qui est sale et qui sera lavé à cet endroit avant de retourner dans les autres centres de secours pour éviter de polluer tous les centres de secours. Alors, c'est un des moyens que nous avons préconisés. Est-ce que ça s'adapte chez vous? Vous avez à juger. Mais encore là, dans le centre de secours, à la dimension des centres de secours que vous avez, plutôt qu'aller distribuer à gauche, à droite le matos qui est sale, il y a peut-être lieu de concentrer le matos à un seul endroit, procéder au lavage et bien équiper cet endroit-là, cette baie de lavage, avec tout le matériel qu'il faut, boyaux d'arrosage, savon, brosse et tout est à la même place, avec un système de drainage qui fera en sorte que ça évite de se balader partout. Conception révisée de nos véhicules d'intervention, je vous parlais simplement de revoir l'intérieur de nos FPT chez nous et de faire en sorte que les surfaces soient beaucoup plus faciles à laver et éviter les surfaces poreuses. La protection efficace contre les nanoparticules, l'histoire nous dira comment on réussira à se protéger. Durant l'intervention, procéder à des décontamination simple, rapide et efficace sur les lieux d'intervention, voire à des dispositifs de décontamination rapide sur l'intervention qui peuvent être facilement utilisés et déployables en toutes circonstances, voire à une alimentation, hydratation qui soit efficace, éviter les aliments qui ne sont pas en sachet. Chez nous, barres céréales, individuelles, des arachides, je sais pas moi, des noix individuelles, pour éviter que le pompier s'en prenne une poignée et le fait qu'il contamine tout le reste en même temps. Alors, et vous voyez peut-être à quelqu'un qui, distribue, remet au pompier la barre de céréales emballée pour éviter que celui-ci, encore là, pige dans la boîte. Un aire de soutien sanitaire adapté aux interventions et de voir une détection et une mesure des expositions au niveau des intervenants. Et post-intervention, voir des produits neutralisants pour les substances toxiques et cancérogènes. Généralement, le savon vaisselle fait très bien le travail, du moins c'est ce que les études nous tendent à nous démontrer et qui a une efficacité. Détection et mesure de l'efficacité de nettoyage. Faites simplement le test du gant blanc. Vous voyez à l'intérieur de la cabine de votre camion, passez la lingette blanche. C'est les salles. Le nettoyage n'a pas été bien fait. Le matos, c'est la même chose. Le nettoyage des compartiments dans le véhicule. Alors, aire de déshabillage et d'entretien du matériel, procéder au nettoyage et la décontamination du matériel et procéder aussi au registre informatisé des expositions. Chez nous, je vous disais, sur notre rapport d'événement, on dit est-ce que les pompiers ont été exposés, oui ou non. Il n'y a pas un espace qui indique non plus quel pompier a été exposé et durant combien de temps. La simple notion d'avoir été présent sur les lieux d'intervention et la simple notion qui a été exposé, donc qui a été en contact avec la fumée et a été dans la zone chaude, on considère que le risque est présent. Maintenant, je n'ai pas à minuter parce que je ne sais pas nécessairement quelle substance, combien de temps et quels moyens il y avait et tout. Alors donc, c'est tenir en compte le fait, a-t-il été ou non? Et s'il l'a été, est-ce que les mesures de prévention qui sont préconisées chez nous ont été mises en place et respectées? Alors donc, la menace, elle est réelle. Le nombre de diagnostics de cancer est en croissance. Il faut stopper cette vague. Et pour la stopper, c'est aujourd'hui qu'il faut agir, pour le futur. L'environnement de travail des pompiers est précoce, contact avec des substances cancérogènes et toxiques. Il n'y a rien qu'on peut faire. C'est cela avec lequel on a à composer. Donc, risque zéro n'existera pas. Statu quo, c'est inacceptable. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, certaines méthodes de travail nous permettent de réduire l'exposition. On le sait, c'est mesurable. La culture de santé au travail doit nécessairement évoluer
dans nos organisations. Et la science va nécessairement poursuivre sa recherche et nous permettre de pouvoir trouver de nouveaux moyens à réussir à nous prémunir contre les risques de cancer. Donc, c'est ensemble qu'on a travaillé pour réussir à faire en sorte que notre autruche se sortira la tête du sable et se prendra en main et fera en sorte que nos organisations, en fait, l'organisation du travail du pompier sera plus sécuritaire pour sa santé et sa sécurité. Alors donc, en finale, qu'est-ce que je peux faire? C'est engager votre personnel comme organisation à un changement de culture et de comportement, être un leader exemplaire. Forcément, tout rang confondu dans l'organisation, vous devez être exemplaire par rapport à ceux que vous avez à gérer. Alors, révisez vos normes, vos procédures, vos méthodes pour tenir en compte des moyens pour le nettoyage, l'entretien et la décontamination des équipements et le soutien sanitaire sur intervention. Formez vos personnels sur les risques et les moyens de prévention des cancers pour qu'ils puissent bien comprendre ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Alors, et ensuite, appliquez avec rigueur ces mesures de santé et sécurité. Je vous disais chez nous, présentement, au niveau de la barbe, tu vas réfléchir chez toi. Les autres mesures que nous sommes à mettre en place, graduellement, elles deviendront une obligation bien ancrée dans l'organisation et nous devrons passer de la méthode « je te demande de » à « tu dois à » et sinon, conséquence, éventuellement. Investir dans le matériel là où il y a la plus-value, elle est significative. Donc, ne cherchez pas à investir nécessairement dans le matériel en premier. Investissez dans les humains qui composent vos organisations, à ce qu'ils changent leur comportement et de faire en sorte qu'ils puissent réussir à comprendre ce qu'ils ont à faire et pourquoi ils le font. Et voyez à changer les méthodes de travail qui, dans bien des cas, ne demandent pas forcément de mettre en place des investissements matériels, mais beaucoup plus organisationnels au niveau du travail. Et limiter la présence à la durée d'exposition dans la zone à risque. Finalement, ce que vous pouvez faire, vous, personnellement, c'est de prendre conscience des risques et de les accepter. C'est d'adopter nécessairement une hygiène de vie qui cherchera à réduire vos facteurs de risque par rapport à la prévalence des cancers. Respecter les mesures de prévention et de protection et de sécurité qui sont mises en place dans vos organisations. C'est de voir, consulter annuellement votre professionnel de santé, mais je comprends que dans vos organisations, c'est déjà calé. Et nécessairement, vous avez à travailler, à convaincre les collègues qui travaillent avec vous d'adhérer à cela. Un bel exemple d'une situation qui a été rapportée lorsque je suis allé à Namur, je me permettrai peut-être de leur dire, et vous me corrigerez si je la dis mal, mais ils ont mis en place des mesures de prévention, dont entre autres le remplacement de leur tenue de feu sur intervention. Donc ils ont un VDU qui a des tenues de feu supplémentaires. Et donc, ils ont ce système de doublure externe qu'ils peuvent retirer aisément et la doublure interne reste collée sur eux. Et donc, ils passent au VTU, récupèrent une tenue de feu, la coquille extérieure qui correspond à leur taille. Et l'un d'entre eux dit, un ancien a dit, non, moi, je ne crois pas à ça. Alors, les trois autres, ils lui ont dit, alors tu rentres au poste à la caserne à pied. Alors, ils l'ont incité à devoir, tu ne montes pas à bord avec nous pour retourner au centre de secours si tu ne changes pas ta tenue de feu. Alors, l'ancien a changé sa tenue de feu pour retourner au centre de secours pour éviter de faire la distance à pied. Alors donc, c'est cela, c'est d'encourager nos collègues à devoir croire et comprendre. Donc, ce que je vous incite sur le sujet, c'est globalement, soyez toujours prudents parce que le métier de pompier, il est à risque et il n'en dépend que de vous, que de nous, de faire en sorte qu'on puisse survivre dans nos interventions et surtout survivre à notre retraite. Merci.